Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la motivation et à l'inspiration. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire captivante de Steve Jobs, un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles pour devenir l'un des entrepreneurs les plus réussis de tous les temps. Quoi de plus logique que Stephen Paul Jobs voit le jour au centre de l'univers de la technologie le 24 février 1955. Ses parents biologiques, Johan Simpson et Abdul Fattah Jandali, le confient pour adoption à un couple aimant de la classe moyenne qui vit dans la région de la baie de San Francisco, Paul et Clara Jobs. La procédure d'adoption comporte une condition particulière. Plus tard, l'enfant devra aller à l'université et décrocher un diplôme. Steve grandit parmi les abricotiers de la Silicon Valley. Dans cette région de Californie, il n'est pas rare de voir les garages des ingénieurs regorgeant de toutes sortes d'appareils électroniques. Steve Jobs est fasciné par cet univers. En 1969, il fait la connaissance d'un petit génie de l'informatique qui partage son intérêt pour l'électronique, Stephen Wozniak, communément surnommé Woz. Les deux adolescents deviennent immédiatement amis. Ils ont une passion commune pour tout ce qui touche à la technologie. On s'est rencontrés dans la rue, si je me souviens bien. On a commencé à se raconter les blagues qu'on avait faites, à parler de ce qu'on avait bidouillé en électronique. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai conçu ces ordinateurs-là. Ça a tout de suite accroché entre nous. C'était en 1976, lorsque Steve Jobs, accompagné de son ami Steve Wozniak et de Ronald Wayne, fonda cette entreprise qui allait bouleverser l'industrie technologique. Dans un petit garage, ils ont donné naissance à une vision audacieuse, mettre la puissance de l'informatique entre les mains de tous. Steve passe son temps avec Woz qui travaille sur une carte mère d'ordinateur. Ce dernier, qui est l'un des membres fondateurs du Homebrew Computer Club, voudrait bien concevoir son propre ordinateur. À l'époque, ce n'est qu'un circuit imprimé, mais l'idée a beaucoup de potentiel. Steve remarque que pas mal de gens sont intéressés par le travail brillant de son ami et lui suggère de vendre la carte mère. Apple est né. La première année, l'entreprise Apple ne se trouve pas dans les bureaux de la Silicon Valley, mais dans le petit garage poussiéreux de Steve, à Cupertino, en Californie. Là, ils assemblent des cartes mères à la va-vite et les amènent à des boutiques informatiques locales pour faire plus de ventes. Pendant ce temps, Woz travaille sur un nouvel ordinateur beaucoup plus sophistiqué, l'Apple II, qu'il termine en 1977. Les deux hommes savent que l'Apple II est une machine révolutionnaire, beaucoup plus avancée que tout ce qui est commercialisé à l'époque. Steve part immédiatement à la recherche de sociétés de capital risque pour investir dans le projet et développer le produit sur le marché. Finalement, un accord est conclu avec Mike Markkula, un ancien cadre chez Intel qui se montre très enthousiaste. Mike va investir pratiquement 250 000 $ dans leur entreprise. Steve et Woz espèrent ainsi qu'elle fera un jour partie des 500 firmes américaines les plus prospères. Mike leur prédit que cela se produira d'ici seulement 2 ans. L'avenir lui donnera raison. L'Apple II devient rapidement le symbole de la révolution de l'ordinateur personnel à travers le monde. Grâce à ses caractéristiques matérielles novatrices, dont ses graphismes en couleur et sa très large gamme de logiciels compatibles, il écrase la concurrence. En fait, le secret du succès de l'Apple II s'appelle VisiCalc. C'est le premier logiciel de tableur à être commercialisé. Des milliers de personnes ont acheté un Apple II rien que pour pouvoir l'utiliser. Par conséquent, l'entreprise se développe à un rythme démentiel, et au bout de 2 ans seulement, elle est introduite en bourse. Steve Jobs est sans nul doute un esprit brillant. Néanmoins, il n'est pas homme à prendre des gants. Il exige le meilleur de tous les gens de son entourage, et ce trait de caractère n'est pas spécialement populaire. Vous savez qui sont les meilleurs managers ? Ce sont d'excellents collaborateurs qui ne voulaient pas devenir managers, mais qui ont décidé qu'ils devaient s'y coller, parce que personne ne pouvait faire ce travail aussi bien qu'eux. Steve Jobs est rapidement évincé du projet Lisa à cause de son tempérament. En colère, profondément blessé, il prend sa revanche en entreprenant de diriger un petit projet du nom de Macintosh. Il s'agit d'un ordinateur à interface graphique qui coûterait moins cher et pourrait faire plonger les ventes de Lisa. Il est en développement depuis 1979. Il est présenté comme un ordinateur aussi facile à utiliser qu'un grille-pain. Steve Jobs recrute de jeunes et brillants ingénieurs dans son équipe Mac et les motive en faisant régner un esprit d'entrepreneuriat et de rébellion. Il les appelle des pirates, par opposition au reste de l'entreprise qui est surnommée la marine. Le projet Mac est controversé car il menace à la fois Lisa et l'Apple II.
Et même si Steve Jobs se met à dos le reste de la firme, il devient rapidement crucial pour l'avenir d'Apple quand Lisa se révèle un nouvel échec commercial. Steve est soutenu à 100% dans sa mission par son ami John Sculley. Il l'a personnellement choisi en 1983 pour devenir directeur général d'Apple et l'aider à diriger l'entreprise. Il l'a ainsi formé pour qu'il devienne un cadre supérieur. John et Steve procèdent au lancement en grande pompe du Macintosh. Cette réussite était le fruit du dévouement sans faille de Steve Jobs et de son équipe à créer des produits exceptionnels qui repoussent constamment les frontières de l'innovation. Malheureusement, tous les chemins ne sont pas toujours faciles. À l'âge de 30 ans, Steve connaît son premier échec lorsqu'il est renvoyé de sa propre entreprise, Apple. Septembre 1985, il annonce aux dirigeants d'Apple qu'il va prendre la tête d'une nouvelle société. Steve Jobs ne va pas quitter Apple les mains vides. Quelques-uns des meilleurs ingénieurs et commerciaux de l'équipe Mac vont le suivre. La société Apple proteste et menace de le poursuivre en justice. C'est là que Steve quitte l'entreprise pour de bon. Écœuré, il revend pratiquement toutes ses actions. Là, ça passe ou ça casse. Tout va dépendre de notre capacité à fournir des produits destinés à l'éducation supérieure ainsi qu'aux services qui s'y rapportent et que personne d'autre ne peut offrir. Je pense qu'on devrait se consacrer totalement à ce projet. C'est difficile de se retrouver sur la touche après avoir créé un produit révolutionnaire. Au début, Steve Jobs ne sait pas comment réagir. Il en profite pour voyager, s'adonne au jardinage et passe beaucoup de temps à réfléchir. En 1993, Next doit mettre fin à son activité de matériel informatique pour se concentrer uniquement sur la promotion de sa technologie logicielle avancée. Loin de surpasser Apple, Next Software est devenu une activité de niche en développement de logiciels. Tout cela laisse Steve Jobs totalement anéanti. La société Next connaît de nombreux problèmes. Ses produits sont beaucoup trop chers et sophistiqués pour le marché. Très vite, la plupart des employés et des membres du conseil d'administration perdent espoir et partent les uns après les autres. Et comme si ça ne suffisait pas, il semble que son investissement dans la société Pixar ait été inutile. Depuis ses débuts, la petite entreprise a tenté de vendre des postes de travail à interface graphique haut de gamme en vain. Steve Jobs a dû fermer la division matériel informatique de Pixar en 1990 et a décidé de se concentrer sur le développement d'un langage 3D avancé appelé RenderMan. Quand la société a commencé à être à court d'argent, Steve Jobs a voulu licencier ceux qui faisaient les courts-métrages. C'est seulement quand ils ont été nominés aux Oscars qu'il s'est dit que Pixar devrait peut-être continuer à faire du cinéma. Steve Jobs conserve le département animation dirigé par John Lasseter à cause de sa charge de travail sur les spots publicitaires, qui se trouve être l'une des seules sources de revenus de l'entreprise. Dans sa vie professionnelle, il a touché le fond. Dépressif, il passe le plus gros de son temps chez lui, avec son jeune fils Reed et sa femme, Lauryn, qu'il a épousée en 1991. Toutefois, Steve Jobs parlera plus tard de cette partie de sa vie comme d'une chance plutôt que d'un échec. Lauryn et moi avons une famille merveilleuse. Déterminé à faire une différence, Steve fonde deux nouvelles entreprises appelées Next et Pixar. Il met son génie créatif au service de l'innovation et conçoit des ordinateurs révolutionnaires. Finalement, Apple remarque le talent de Steve et rachète Next, permettant ainsi à Steve de revenir à la tête de la société qu'il avait cofondée. L'investissement dans Pixar était peut-être considérable, mais la passion de Steve Jobs est toujours de créer des ordinateurs d'exception. Mais le destin a voulu qu'en 1985, on le présente à un petit groupe de brillants experts en graphisme informatique. À cette époque, George Lucas voudrait bien céder ses investissements dans l'entreprise contrôlée par ses remarquables artistes. George Lucas est connu pour sa saga épique de la guerre des étoiles. Steve Jobs rêve de réaliser des dessins animés grâce à un ordinateur. Ce projet lui correspond donc tout à fait. Il est novateur, original et il pourrait se révéler très lucratif. Steve Jobs fait un chèque de 10 millions de dollars et en 1986, Pixar voit le jour. Travailler avec Pixar, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est une entreprise qui a des idées fantastiques. Mais tout n'est pas perdu concernant Pixar. Même si Disney s'est retiré du projet à l'origine, Lasseter ne baisse pas les bras. Après que le scénario a été plusieurs fois remanié, le projet est présenté une nouvelle fois. Cette fois,
Disney donne son feu vert à Pixar et la production de Toy Story reprend. La sortie du film est prévue pour le jour de Thanksgiving en octobre 1995. Alors que la date approche, Steve Jobs prend conscience de l'incroyable pouvoir de la marque Disney. Il décide d'introduire en bourse la société Pixar la semaine suivant la sortie de Toy Story afin de profiter du buzz médiatique autour du premier film d'animation réalisé sur ordinateur de l'histoire du cinéma. C'est un coup de maître. L'animation est quelque chose qui a une importance extraordinaire pour la société Walt Disney, et ce depuis le début. Pixar est l'entreprise la plus réputée en matière de réalisation de films d'animation. Le succès de Toy Story au box-office n'est surpassé que par celui des actions de Pixar à Wall Street. Steve Jobs, qui possède 80% de la société, voit sa situation nette s'élever à plus d'1,5 milliard de dollars. C'est 5 fois plus que ce qu'il a jamais gagné chez Apple dans les années 80. Le jeune entrepreneur est de retour sur le marché et il fait des vagues. L'histoire de Steve Jobs est indissociable de l'introduction de produits emblématiques qui ont révolutionné l'industrie de la technologie. Avec le lancement de l'iPod, Steve change à jamais la façon dont nous écoutons de la musique. Il offre un appareil élégant, facile à utiliser et capable de stocker des milliers de chansons dans notre poche. Puis vient l'iPhone, qui réinvente le téléphone mobile et ouvre la voie à une nouvelle ère de la communication. L'iPhone combine musique, Internet et téléphonie dans un seul appareil, transformant ainsi nos vies de manière radicale. Le conseil d'administration décide qu'il est temps de se séparer de ce directeur incompétent. Après un coup d'État sur le conseil d'administration, Steve Jobs est nommé directeur par intérim d'Apple en juillet 1997. Il commence immédiatement à passer en revue tous les projets de l'entreprise. De plusieurs centaines, il les réduit à seulement une douzaine. Grâce à Steve Jobs, Apple redevient vite une société digne de confiance. Elle lance une campagne marketing révolutionnaire autour d'un nouveau slogan « Think Different ». L'idée étant qu'une personne qui achète un ordinateur Apple est un penseur visionnaire qui peut changer le monde. Vous savez, les choses que j'ai accomplies dans ma vie, comme ce qu'on fait aujourd'hui chez Pixar, c'est du travail. Du travail d'équipe. On ne fait pas ça tout seul. Il faut avoir une équipe extraordinaire à ses côtés. C'est comme si on essayait d'escalader une montagne avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses à amener au sommet et on ne peut pas y arriver tout seul. Tout a commencé quand j'ai entendu parler de cet incroyable groupe d'experts en graphisme informatique que George Lucas avait réuni chez Lucasfilm. À l'époque, il avait dans l'intention de céder ce département. Je suis allé là-bas pour voir ce qu'il faisait et j'ai fait la connaissance du directeur de ce groupe, le Dr Ed Catmull. Ed m'a parlé de son rêve, qui était de réaliser un jour le premier film d'animation sur ordinateur. Il m'a montré sur quoi travaillait son équipe. Je suis resté sidéré. J'avais beaucoup travaillé sur les graphismes informatiques avec le Macintosh et l'imprimante laser LaserWriter, mais là, ça allait bien au-delà de tout ce que je connaissais. Steve Jobs devient le premier individu à jamais avoir été simultanément directeur général de 2 entreprises cotées en bourse. Avec toutes ces innovations, la raison principale du retour de Steve Jobs chez Apple ne s'est pas encore concrétisée. Après tout, son objectif consiste à équiper le système d'exploitation Mac de la technologie logicielle de Next. C'est finalement chose faite au début de l'année 2001 avec la sortie de la première version du système d'exploitation révolutionnaire d'Apple, Mac OS X. Mac OS X est en réalité le système d'exploitation Next Step avec une façade de Mac. Néanmoins, il va devenir un atout essentiel avec le développement par la société de plusieurs applications d'avant-garde faisant partie de la stratégie de plateforme numérique. Cette stratégie est une vision de l'avenir de l'ordinateur personnel. Il fait référence à un terme associé à des programmes ordinaires du quotidien qui nous aident à gérer notre vie, les applis. Les iApps, qui sont uniquement compatibles avec les systèmes Apple, font leur apparition sur le marché. iMovie, iTunes, iDVD, iPhoto, iCal et iSync, GarageBand et enfin iWeb. Ce projet très en vogue a été lancé par Napster et Apple tient avant tout à se mettre à la page. À sa sortie, l'iPod écrase la concurrence. Il est simple d'aspect, il a un look unique et surtout, il est tout fin et très facile à utiliser. Dès le départ, il est numéro 1 des ventes. Pour la première fois, ce n'est pas pour l'informatique personnelle que les gens achètent un Mac, mais pour avoir le minuscule lecteur MP3 qui rentre dans la poche. Apple profite de ce succès d'abord en rendant compatible le lecteur Windows, puis en persuadant les maisons de disques de vendre leurs chansons sur iTunes.
Quand arrive l'année 2006, iTunes et l'iPod sont devenus les leaders incontestés de la nouvelle ère de la musique numérique. Cette même année, une étape importante est franchie quand les revenus d'Apple provenant de la vente d'iPod atteignent le niveau de ceux provenant de la vente d'ordinateurs. Le progrès le plus important voit le jour en janvier 2007. Le téléphone portable a beaucoup évolué ces dernières années. D'un pavé de la taille d'une brique, on est passé à de tout petits portables à clapet qui tiennent dans un sac à main ou un porte-documents. Quand Steve Jobs présente l'iPhone lors du salon Macworld, c'est incontestablement le dernier cri des produits Apple. Ce n'est pas un simple téléphone portable. La partie matérielle de l'iPhone tourne sous le système d'exploitation complet d'Apple, OS X. En outre, sa technologie multitouch et ses fonctions de navigation sur Internet et de lecteur MP3, associées à une interface très simple d'utilisation, en font un smartphone qui a des années-lumière d'avance sur la concurrence. Son arrivée sur le marché bouleverse totalement l'industrie du téléphone. Et ce, jusqu'à l'accord exclusif passé par Apple avec le fournisseur AT&T pour des souscriptions d'abonnement. 3 ans après son lancement, l'iPhone sera entré dans l'histoire comme le tout premier appareil de convergence numérique. C'est comme si on avait à la fois un ordinateur, un iPod et un portable dans sa poche. C'est encore une preuve flagrante qu'Apple délaisse ses activités liées à l'informatique personnelle. Steve Jobs annonce le changement définitif du nom de l'entreprise, Apple Computer Inc., qui va devenir Apple Inc. Mais derrière ces succès retentissants se cachent également des moments de doute et d'adversité. Steve Jobs fait face à des défis personnels et professionnels qui mettent sa résilience à rude épreuve. Malgré des revers, il reste déterminé et ne renonce jamais à sa vision. Il croit fermement que ses idées peuvent changer le monde. C'est sa capacité à persévérer face à l'adversité qui fait de lui un véritable leader inspirant. Êtes-vous prêt à passer à l'action et à transformer votre vie ? Abonnez-vous pour bénéficier d'un flux constant de contenus puissants qui vous guideront vers le succès. Recevez des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des stratégies éprouvées pour atteindre vos objectifs. L'abonnement est la clé pour accéder à une source inépuisable de motivation et de transformation personnelle. Rejoignez-nous dès maintenant et découvrez le potentiel illimité qui sommeille en vous. En 2003, Steve Jobs apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas. Apparemment, la tumeur n'est pas mortelle, et tout le monde pense qu'après une opération chirurgicale, tout ira bien. Mais en 2008, les gens ne peuvent que constater qu'il a vraiment énormément maigri. Même s'il nie avoir un problème grave, Apple annonce à un public très surpris que son directeur général ne prendra pas la parole pour la keynote de ce qui sera le dernier salon Macworld en 2009. En fait, Steve Jobs a dû prendre un congé de 6 mois pour raison médicale. Il est en attente d'une greffe du foie. La nouvelle de son cancer provoque de nombreux débats sur la nécessité de transparence d'une société anonyme concernant la santé de son directeur général, plus particulièrement quand ce dernier est aussi important pour sa valeur marchande que Steve Jobs l'est pour Apple. Steve Jobs reste discret concernant sa santé et le diagnostic relatif à son cancer, mais il s'ouvre à un groupe d'étudiants lors d'une cérémonie de remise des diplômes à Stanford en 2005. Il révèle qu'il souffre d'une forme rare de cancer du pancréas décelée l'année précédente et qu'on ne lui donnait alors que quelques mois à vivre. Néanmoins, après avoir subi une opération chirurgicale, son état de santé va rester stable pendant 6 ans. Son entreprise va donner naissance à la technologie la plus révolutionnaire que le grand public ait jamais vue. Steve Jobs ne s'arrête jamais. Apple est son premier amour et il continue à vendre et à promouvoir ses produits avec tout l'enthousiasme dont il est capable. Ce n'est qu'après le 24 août 2011 que les fans d'Apple prennent conscience de la gravité de la situation. Ce jour-là, Steve Jobs démissionne. Le directeur de l'exploitation, Tim Cook, prend sa place. Le monde entier sait désormais que Steve Jobs n'a plus longtemps à vivre. Un jour, il avait déclaré qu'il continuerait de travailler jusqu'à ce que sa condition physique ne le lui permette plus. C'est un bourreau de travail notoire et il en est fier. Il a même adopté un régime végétarien parce qu'il pense que la digestion lui demande ainsi moins d'énergie, énergie qu'il peut donc consacrer à travailler sur sa dernière invention. Apple tente de détourner l'attention de l'état de santé très alarmant de Steve Jobs. Ses admirateurs sont impatients de voir quels seront les prochains projets de la société sous la présidence de Tim Cook.
Malheureusement, le lendemain de la présentation de l'iPhone 4S, le 5e modèle de la gamme emblématique, 6 semaines seulement après sa démission, Steve Jobs décède chez lui à Palo Alto le 5 octobre 2011. Et maintenant, notre information du jour, Steve Jobs, l'homme qui nous a apporté l'iPod et l'iPhone, est décédé à l'âge de 56 ans. Il était malade depuis plusieurs années et avait été soigné pour un cancer du pancréas. Il était bien sûr le cofondateur du géant de la technologie Apple, mais avait démissionné de son poste de directeur général en août dernier pour raison de santé. Pour le nouveau directeur de la société Tim Cook, Apple a perdu un génie visionnaire et créatif. Les obsèques ont lieu dans l'intimité, le 7 octobre 2011. Les détails de l'organisation ne sont pas rendus publics par respect pour la famille. Le même jour, Apple annonce qu'aucune cérémonie publique n'est prévue, mais la firme encourage toutes les personnes voulant témoigner leur sympathie à envoyer leur message de condoléances à une adresse email créée spécialement à cet effet. Steve Jobs est inhumé à l'Alta Mesa Memorial Park, le seul cimetière laïque de Palo Alto. Les réactions suite au décès de Steve Jobs lui donnent plutôt un statut d'icône planétaire que de génie de la technologie. Des millions de fans d'Apple à travers le monde se réunissent pour mettre en place des mémoriaux improvisés devant les boutiques de la marque ou devant sa maison, et expriment même leur peine sur Internet. Ils postent des photos et des messages en souvenir sur les réseaux sociaux pour partager leur histoire personnelle et exprimer comment Apple a changé leur vie. L'histoire de Steve Jobs nous enseigne que les obstacles ne sont pas des freins à nos rêves, mais des opportunités pour grandir et se réinventer. Son parcours, des échecs au succès, nous rappelle l'importance de la persévérance, de la créativité et de la passion pour réaliser nos ambitions les plus audacieuses. Que nous soyons des entrepreneurs, des innovateurs ou simplement des rêveurs, nous pouvons tous trouver inspiration et motivation dans l'histoire de Steve Jobs. L'œuvre de Steve Jobs a réellement eu un impact pour les gens aux quatre coins de la planète. Désormais, grâce à ses inventions, le monde est connecté. Des hommages pleins d'émotions de la part de nombreux chefs d'État, et même de son plus grand rival, inondent les appareils multimédia qu'il a contribué à inventer. Merci d'avoir suivi cette vidéo inspirante sur l'histoire de Steve Jobs. Nous espérons que cela vous a motivé et vous a rappelé que vous aussi, vous avez le pouvoir de surmonter les obstacles et de réaliser vos rêves. N'oubliez jamais que le succès ne vient pas sans échec, mais c'est notre persévérance et notre détermination qui nous permettent de transformer nos rêves en réalité. Restez inspirés et continuez à poursuivre vos passions. À bientôt pour de nouvelles histoires motivantes.